Monsieur Dercon est l'un des historiens d'art, commissaire d'exposition, directeur de musée, l'un des plus renommés à travers le monde. Il a commencé à Anvers. Anvers? Non, j'ai jamais travaillé. Ah, vous n'avez pas été J'ai commencé à travailler à Rotterdam. À Rotterdam, c'est pas loin d'abord, oui, d'Anvers. tout à fait, au Boymans, oui, tout à fait, au Boymans, puis à New York, hein, Oui. comme directeur artistique, effectivement, au MoMA, PS1, puis en Allemagne, à Munich d'abord, à la Haus et puis à Berlin. Puis à Zedmond, puis j'ai eu le malheur à Berlin. Voilà. Oui. Et vous êtes depuis début 2019, donc président du Grand Palais RNL à Paris. Monsieur Docolo, vous êtes là depuis hier à Beaux-Arts, on est très très heureux. Voilà, vous êtes à la fois collectionneur, mécène, homme d'affaires, passionné d'art et de culture, co-curateur donc avec Angel Pierce de cette très belle exposition dont on est très fiers à Beaux-Arts Incarnations. Je vous laisse la parole. Merci. Ik begin in Nederlands. Ik ben heel blij dat ik hier ben. Ik heb een tentoonstelling kunnen zien. Quel privilège. J'ai pu voir votre exposition. Ik ben heel blij dat ik hier ben, omdat ik heb in het Paleis voor Schone Kunsten talrijke tentoonstellingen gezien met het motto Afrika. Ik denk aan een prachtige tentoonstelling van David Adjet. Ik denk aan kleinere tentoonstellingen waar Sani Balocci mee betrokken was. Ja. En wat hier gebeurt is een soort van blikseminslag geweest. Niet alleen voor Brussel, niet alleen voor België, maar ook voor Europa. Je viens de raconter que j'ai vu beaucoup d'expositions ici autour de ce qui se passe maintenant en Europe avec les discussions autour de l'art africain, pas uniquement contemporain. Donc je suis tout à fait content de pouvoir parler avec vous parce que j'ai quand même quelques questions. Ça tombe bien, moi aussi j'ai quelques questions pour vous. Ah, voilà. J'ai gardé un cadeau. C'est pas le livre rouge de Mao Tse-tung, mais c'est également rouge et c'est quelque chose introuvable. J'ai trouvé ça en Alger, ça m'a coûté 1 €. Et c'est un livre magnifique parce que c'est un rapport qui a été publié en 1970 à Munich dans le Centre pour la recherche de la culture africaine. Et c'est une liste, je vais vous montrer vite. C'est par ordre alphabétique une liste complète de tous les musées qui existaient avant les années 60 en Afrique. Et puisqu'on est ici avec Syndicat, je vais te demander si ces musées qui sont ici dans cette liste à Angola et au Congo existent encore. Parce que j'ai une théorie, c'est que 2 tiers des expositions qui sont dans cette liste-là n'existent plus. Donc on va passer aux pages Angola. Et parce que moi je ne suis pas du tout spécialiste, j'aimerais bien vous demander si page 31, Angola, si le musée du Congo existe toujours. Alors, la difficulté, c'est qu'on n'a pas mis la géographie, parce que peut-être qu'il a changé de nom, parce que ça c'est précolonial, et donc beaucoup d'institutions ont été renommées. Et puis il y a un problème aussi, c'est que dans le système colonial portugais, il y avait beaucoup d'institutions muséales qui étaient en fait privées, qui appartenaient en fait à des grandes sociétés d'exploitation, comme la Diamant à l'époque, qui était dans la société qui exploitait le diamant Lunda de l'autre côté de la frontière du Kassai et du Congo, là où il y avait le fameux musée des civilisations de Choco. Et comme j'ai travaillé sur celui-là, le musée de Dundo, je sais. Je peux continuer parce que j'aurais du mal à voir. Donc le musée du Dondo, ça existe toujours. Le musée, mais attention parce que je vous interromps tout de suite. Le musée de Dundo, il existe, mais c'est un vrai problème parce que un musée peut exister, mais aussi on peut avoir un fantôme de musée. Et ça c'est vraiment le nœud du problème parce que moi je sais, on était avec Didier, c'est parce qu'on est amis
Et on a travaillé ensemble, et Didier a dit quelque chose tout à l'heure. Je ne sais pas si tu étais arrivé quand Didier parlait. Je viens de... Il a dit une chose, moi je n'ai pas voulu poser de questions parce que si je voulais lui parler, je lui parle constamment, mais il a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé et touché. Il m'a dit, on lui a posé la question, s'il était collectionneur et de la relation avec ses clients en tant que marchand. Et il a dit, quand je traite Silica différemment de mes autres interlocuteurs, pour pas dire clients, parce que lorsque j'achète pour lui et lorsque je lui présente des objets, c'est des objets d'abord qui sont hyper importants et des objets que je voudrais garder pour moi, et j'ai le sentiment quand je les achète pour lui que je les garde un peu pour moi, ce qui n'est pas le cas avec les autres objets. Et Didier, ensemble on s'est posé la question parce qu'on a beaucoup travaillé un moment, c'est quelque chose que Kendall a fait, que Didier a fait, que j'ai eu la chance dans ma vie d'homme intéressé par la culture, de rencontrer, c'est des gens qui ont été exigeants avec moi et qui m'ont dit, tu aimes quelque chose, c'est une intuition, il faut que tu sois rigoureux si tu veux avoir un impact. Et donc toute l'idée c'était de se cultiver et de lire. Et dans le cas par exemple de Dundo, j'ai commencé à acheter, à retrouver dans des auctions, chez des bouquinistes, des archives de Marie-Lise Bastin, qui était la grande spécialiste des civilisations Chokwe en Belgique et qui a travaillé pendant de nombreuses années dans le musée Dundo en Angola. Et on a vu des chefs-d'œuvre absolus. Et en fait, quand on collectionne, c'est vrai qu'il y a un côté chasseur, il y a un côté un peu grisant, je dirais pas qui est malsain, mais il y a une espèce d'excitation comme ça de joueurs et de rêver ou de fantasmer sur certains objets. Et moi, j'ai vu ces objets, j'ai fantasmé dessus, je m'étais imaginé toute une histoire sur le musée de Dundo, et Didier m'en parlait magnifiquement parce que lui, il l'a vécu comme gamin quand son père était à Kinshasa, il y a des objets qu'il a vu passer, il en a entendu parler, etc. Et la première fois, après la guerre, l'Angola, pour ceux qui ne savent pas, est un pays qui a été détruit par la guerre pendant plus d'une trentaine d'années. Et la première fois qu'ils ont réhabilité l'aéroport de Dundo, Didier m'a dit, écoute, il faut absolument qu'on y aille. On y allait tous les deux, et c'était vraiment génial, on était tous les deux dans un petit avion, on a atterri à l'aéroport Yuri Gagarin, là où il y avait encore des traces d'impact de balles et d'obus, etc. On s'est posé, on est allé voir le musée, on s'est pris en photo devant le musée et on a été émerveillé par une chose, c'est qu'à Dundo, qui est une ville vraiment, j'allais dire, passez-moi l'expression, mais qui est vraiment, disons, une zone rurale décentralisée, disons, on appelle ça comme ça, pour ne pas être péjoratif, donc en clair au milieu de nulle part, et on a trouvé une ville moderne au milieu, qui était une espèce de truc surréaliste. Et le musée avait vraiment été refait, un petit musée, super bien fait, tout neuf, et dans un pays là où on manque de tout. Moi je dis souvent, les Angolais, moi ce qui m'a beaucoup plu en Angola, c'est que les Angolais c'est un peu les Cubains, ils sont à l'Afrique ce que les Cubains sont à l'Amérique latine. C'est des gens qui, dans leur histoire longue, parce que ça fait 500 ans qu'ils ont documenté, leur histoire, notre histoire à nous, elle remonte évidemment tous au même moment, mais leur histoire documentée est de 500 ans, et en même temps, c'est des gens qui, dans leur histoire récente, ont forgé un caractère et une conscience de soi très très profond, un peu comme les Cubains l'ont fait. Et on est allé là-bas avec Didier, et on s'est dit, ok, on visite le musée. On a rencontré le directeur du musée, on est rentrés tous les deux, et on a Ce vu... musée Dundo. On rentre, on se balade dans le musée, super, tout bien refait, on entend un peu les musiques chokwe, les peintures rupestres, les explications. Et puis très vite, on rentre dans le côté exotisant là, qui nous inquiétait un peu, avec un musée postcolonial finalement, là où je me disais, c'est intéressant pour un petit enfant chokwe, de chez lui, dans sa région, dans son terroir, sa région d'origine, d'arriver à voir cette belle représentation qui lui permet de comprendre, qui fait un peu écho à son identité, et qui lui permet de comprendre un peu ce qu'était sa culture millénaire. Et puis on est arrivé à la fin et on était embarrassés. On n'arrêtait pas de se regarder comme ça. Didier, je ne sais pas si tu te rappelles, si tu as encore des détails, moi je me rappelle comme dans un film. On se regardait l'un l'autre, on était stressés en disant attends. Il y a l'armoire de Bastin avec au moins une cinquantaine de masques Monaco chef-d'œuvre. Il y a trois statues, Chilinda et Lunga. Et à l'époque, c'était l'époque là où il était qatari, où il était le prince là, du Moyen-Orient qui achetait sur le marché, et qui là on a acheté en main privée, qui avait proposé, je crois, 10 ou 15 millions de dollars, et qui s'était fait rire au nez. On a dit, il y en a trois qui normalement devraient être là. Le musée est impeccablement réhabilité. Pour l'instant, on a vu des cannes à pêche et des calebasses et des huttes.
Et on était vraiment hyper stressés. C'était un moment stressant, quoi. Et j'ai demandé au Portugais, au monsieur, je dis, mais où sont les œuvres d'art? Et le gars me regarde en disant, que voulez dire œuvre d'art? Je dis, non, non, il y a des photos, et j'ai montré les photos. Je dis, est-ce que vous... Il dit, ah non, non, ça y a pas. Il n'y a pas. Et on a regardé, on est parti avec Didier, on voulait aller voir les réserves. Il n'a pas voulu nous montrer. Il n'a pas voulu nous montrer parce qu'il sentait qu'il y avait un malaise. On est reparti. On est monté dans l'avion, on a fait un long silence. Et on a dit avec Didier, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'un pays, là où des gens sont battus comme ça, mais ils ont les Angolais, ils ont mangé de l'herbe pour être des gens debout. Hein. Les Angolais, c'est vraiment des gens qui ont fait le sacrifice du sang. C'est des Noirs debout, c'est des Africains qui ont payé le prix, quoi. Et ils ont fait, alors qu'on crève de faim dans leur pays, ils ont fait un musée, ils ont refait le musée, et ils ont fait un musée colonial, un musée exotique. Et là, je me suis dit, écoute, soit notre vie sert à rien, on est des guignols, on est des charlots, en fait, soit c'est pas possible qu'on ait vu ça et qu'on ne soit pas conséquent par rapport à ça. Et c'est à ce moment-là, dans cet avion, sur le chemin du retour, je crois que c'est 1h30 entre Doudo et Luanda. Là, il m'a parlé, il m'a dit, écoute, je sais qu'il y a des objets qui sortent, je sais qu'il y a des objets qui sont dehors, je sais que j'ai vu passer des objets quand j'étais à Kinshasa, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où on a fait ensuite tout le travail de récupération. Mais aujourd'hui, le vrai travail pour moi, et excusez-moi, je reviens au truc, mais oui, parce que sinon ça devient un cadeau empoisonné. Non, mais je reviens dessus, mais moi, c'est parce qu'on est vraiment pile dedans. Parce que la question, c'est pas seulement la liste, combien de musées sont encore en place et existent comme institution. Non, mais la liste ici mentionne qu'il y a encore 10 000 œuvres d'art, 10 000 objets en 1960, donc ils sont plus là. Ah oui, ah non, mais c'est exactement vous voyez, c'est ça. Mais je vais vous dire plus, hier j'ai utilisé une expression qui est la mémoire fantôme. La mémoire fantôme, c'est quand vous subissez une opération, là, on vous ampute la jambe, vous avez une démangeaison, mais obsessionnelle, de l'orteil. Il faut absolument que vous essayiez de vous soulager de ça, parce qu'il y a cette mémoire dans votre cerveau de ce monde qui devrait faire partie de vous. C'est horrible la mémoire fantôme en matière de culture. Mais ce qui est horrible, c'est la perte de mémoire fantôme. C'est encore le stade suivant dans le glauque et dans le déni de soi-même, dans la désexistence. Donc c'est que beaucoup de ces musées, sans doute, qui sont ici dans ce livre, des milliers, non, centaines de musées sont devenus des ghost museums, des musées fantômes. Oui. Je l'affirme, il n'y a pas un seul musée en Angola. Il n'y a pas un seul musée en Angola. Je l'affirme, il n'y a pas un seul musée en Angola. Et il n'y a pas un seul musée au Congo. Il y a le musée d'Angola, il y a le musée du café, il y a le musée de l'Ecologica, il y a le musée de la pesca, il y a le musée